Depuis le matin, il règne une odeur d'humidité et de bois mouillé sur la place devant l'église. Des draps pendent à une corde, un parchemin avec les décrets municipaux tremble sur le tableau d'affichage, un garde en cape de laine somnole près du mur. Le prédicateur, venu d'un monastère voisin, exige des examens corporels sur les citoyens adultes soupçonnés d'hérésie. Il promet de reconnaître les marques sur la peau, de les faire avouer sans preuve et de conduire les coupables sur la place publique. La foule s'agite, elle a besoin de spectacles après un long hiver. À la mairie, on dispose des rouleaux, des règles, des tampons, des sabliers pour enregistrer les témoignages, des formulaires avec les champs, lieu, heure, objet, témoin, remarques médicales. Ici, on ne croit pas à la honte comme preuve. Ici, on considère que le corps d'un adulte est une description d'un état et non une preuve. Chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue. Écrivez-nous d'où vous nous regardez et si vous avez déjà vu la morale, tentez de se substituer à la procédure. Votre expérience est importante pour cette conversation. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Nous allons examiner comment, sous le pape Grégoire IX, l'appareil d'enquête ecclésiastique a commencé à se mettre en place et comment les tribunaux municipaux du XIIIe siècle ont réagi en érigeant des barrières, statuts, médecins, scribes et témoins, afin d'empêcher les accusations érotisées et les examens publics au lieu de preuves matérielles. Au milieu du XIIIe siècle, l'Europe vit à la croisée de deux logiques. Des messages en provenance de Rome font état de l'Inquisition. Un évêque ou un prédicateur mandaté a le droit d'ouvrir une enquête sur la base de rumeurs, de recueillir des témoignages et de convoquer les suspects. Sous le pape Grégoire IX, ce système acquiert un rythme organisationnel. Les ordres monastiques se chargent de détecter les hérésies, tandis que les chancelleries épiscopales accumulent les questionnaires. Les tables municipales sont dotées d'outils tout à fait différents, statut de la communauté, livre de droit coutumier, liste d'ordalies interdites, acceptation des notes médicales comme description de l'état de santé et non comme preuve. Après l'interdiction par le Concile des épreuves du feu et de l'eau, les examens corporels sont passés dans l'ombre, mais les prédicateurs tentent de les réintroduire par une autre voie. La honte, les allusions à des rendez-vous nocturnes, la recherche de marques sur la peau des femmes et des hommes adultes. La ville répond par des formulaires, sans preuve ni témoin, pas d'enquête. Dans une ville côtière, la chancellerie reçoit une dénonciation. Une marchande de sel adulte est accusée de séduction hérétique des paroissiens et de mépris du sacrement du mariage. Le prédicateur insiste pour examiner et vérifier l'insensibilité de la peau. Mais les statuts de la mairie, adoptés après les décisions du Concile, stipulent déjà que tout examen corporel est interdit car humiliant et sans valeur probante. Les médecins et les sages-femmes ne sont autorisés qu'à décrire l'état de la personne et non à se prononcer sur sa culpabilité. Le juge exige des preuves, où se trouvaient les réunions secrètes, ce qui a été lu, qui a vu quoi, quels objets ont été trouvés. Le garde apporte la clé du coffre, un morceau de parchemin avec un psaume et un chiffon humide provenant du banc. Le médecin constate des crevasses sur les mains dues au baril de sel, des traces de froid et d'épuisement. Les sages-femmes confirment que les cicatrices sont dues au travail et aux accouchements, et non à des marques. Sans torture, l'affaire s'effondre. Les témoins parlent de rumeurs, les objets ont disparu, l'heure et le lieu ne concordent pas. La foule s'agite et réclame un spectacle, mais le trésorier rappelle que chaque garde de nuit, pour les rituels, coûte du bois, des gardes et des bancs. La ville en évalue le prix. Les documents montrent non seulement un conflit entre les mœurs et les normes, mais aussi une motivation plus sombre. Le deuxième rebondissement survient lorsque le greffier note dans la marge « La dénonciation coïncide
avec la date de conclusion de la transaction pour la maison près du quai. Il s'avère qu'après la confiscation, la propriété serait passée entre les mains d'un homme endetté auprès d'un usurier. Dès que le juriste pose sur la table l'acte de vente, la reconnaissance de dette et la plainte, le tableau change. Le souci de la foi s'avère être un levier dans la guerre des biens. Le tribunal transfère la question de la honte au fait et fait appel au registre de la ville. Droit de propriété, limite des parcelles, témoignage des voisins, date de paiement. Le prédicateur exige des marques sur le corps, mais les dispositions légales sont plus importantes. Les vérifications corporelles, pour des questions de foi, sont interdites. Les aveux obtenus par des pratiques humiliantes n'ont aucune valeur sans la chose en question et 2 témoins adultes du fait. Les greffiers réécrivent le procès-verbal, la colonne « Preuve » est vide. Pendant ce temps, la rue réclame du pain et du spectacle. Le 3e nœud se forme aux portes du temple. Après le déjeuner, la foule exige la purification de la ville, cite des noms, demande la mise à nu de la conscience, promet de voir la vérité dans les yeux des femmes adultes suspectées. La garde érige des barrières et le conseil publie un avis. Les audiences auront lieu uniquement à la mairie. Les interrogatoires se dérouleront selon le processus canonique romain. Les participants seront le juge, le greffier et le médecin. Tout examen public sans nécessité médicale sera passible d'une amende. Le trésorier ajoute un 2e document. Les dépenses liées aux nuits de prière ne seront pas déduites car elles ne mènent pas à des preuves. Dans les magasins, on soupire. Sans bois, il ne restera plus rien pour chauffer les poêles pendant le spectacle. 4e étape, la technique d'interrogatoire. Le cahier d'interrogatoire de la ville est conçu de manière à éliminer les questions érotiques du processus. Au lieu de questions sur le lit, il y a des cases pour les objets, les itinéraires, la correspondance, les dettes. Au lieu du regard qui fait fondre les hommes, on vérifie la présence de moisissures dans le vin et le sel. Au lieu de l'insensibilité de la peau, on trouve une partie médicale remarquable, fissures dues au sel, engelures, traces de travail pénible, remarques indiquant qu'il s'agit d'une description de l'état et non d'une preuve. Ainsi, la forme juridique prive le sermon de son argument le plus puissant, la honte et le spectacle. La foule se désintéresse lorsque l'action réelle est remplacée par le décompte des tonneaux et des clés. Le 5e et plus important obstacle est l'union des mondes papier. L'Inquisitio autorise les recherches sur la base de rumeurs, mais la procédure municipale exige des soupçons sérieux, fondés sur des preuves matérielles et des témoins. Et tandis que les lettres papales renforcent le réseau des fonctionnaires chargés de lutter contre l'hérésie, les mairies apprennent à vivre avec cet instrument sans lui céder la salle d'audience. Certaines années, les abus sont inévitables et le pouvoir se comporte comme tel. Il retarde les convocations, perd des feuilles, fait pression avec son autorité. Nous le notons brièvement comme un fait social. Mais à chaque fois, la ville renvoie l'affaire aux preuves, sans objet, sans témoin, sans trace matérielle. Il n'y a pas de suite. Dans une note, cela est clairement indiqué par les mots « sans torture, pas d'affaire. Les biens ne sont pas confisqués. C'est sec et cela sauve. » Le mythe de la cruauté érotisée omniprésente repose sur l'image d'une place et d'une honte dénudées. Le document donne une autre image, des scribes avec des règles, des médecins avec des notes, des sages-femmes, des témoins de promenades frontalières, un trésorier avec une colonne de dépenses, des statuts avec des interdictions directes de tests corporels. Le pape Grégoire IX lance une enquête, mais les statuts municipaux l'intègrent dans un monde où les objets et les témoins sont plus importants que le regard perçant du prédicateur. Dans ce monde, la honte n'est pas la monnaie du tribunal, mais la source d'erreurs et de pertes. Le corps d'un adulte n'est pas une preuve,
mais un objet de soin et de description médicale. La foi n'est pas un motif de confiscation d'une maison près du port si la jalousie sert de prétexte à un partage des biens. Plus loin, nous verrons comment cette procédure résistera à la pression de la foule, comment les dénonciations seront démêlées sur les tables de calcul et comment la formule finale « pas de torture, pas d'affaires » se transformera d'une phrase réussie en un ordre stable où les accusations érotiques s'étouffent dans les formulaires et où les biens restent entre les mains de ceux qui peuvent présenter la clé et l'acte de vente. Dans le bureau de la mairie, deux genres de droits s'entremêlent et les scribes apprennent à les tenir à distance comme deux jets d'eau froide et chaude. D'un côté, l'enquête épiscopale sur la base de rumeurs, où un prédicateur adulte autorisé a le droit d'ouvrir une inquisition, de recueillir des témoignages indirects et d'exiger la comparution. De l'autre, l'ordre municipal, né des livres de commerce, des dettes, des rentes et des chartes artisanales, où chaque étape est payée en bougies, en temps et en risque. Après l'interdiction par le concile des ordalies par l'eau et le fer, les statuts municipaux stipulaient clairement « Rien qui humilie le corps adulte ne peut être considéré comme une preuve. Les examens ne sont autorisés que pour décrire l'état de santé, en présence d'un médecin et de sages-femmes, sans public et sans évaluation. » Parallèlement, les décrétales du pape Grégoire IX quittent Rome, rassemblant les canons épars en un code cohérent, et l'enquête prend forme. Mais la forme de la ville est différente, et lorsqu'on tente de les mélanger, ce n'est pas la flamme de la vérité qui apparaît, mais la fumée du bois humide. La foule attend le spectacle, et le scribe tend le formulaire. Sous nos yeux se trouvent des affaires où la différence entre les cadres devient matérielle. Dans une lettre écrite de la main d'un clerc municipal, il est noté qu'un artisan adulte a été accusé de réunion secrète et de mépris des sacrements. Le prédicateur insistait pour examiner le corps, souhaitant voir les marques. Le juge, s'appuyant sur le statut, a traduit la conversation en langage concret. Il a demandé de nommer le lieu et l'heure de la réunion, de présenter les objets, de montrer les listes de noms. Finalement, on a apporté un trousseau de clés, des brouillons de lettres et des restes de bougies provenant de l'entrepôt. Le médecin a noté dans la partie remarquable les traces de travaux pénibles et de vieilles maladies. Les sages-femmes ont confirmé que les cicatrices et les taches n'étaient pas des marques, mais le résultat de leur métier et du froid hivernal. Sans torture, l'affaire s'est effondrée comme un sac troué. Les témoins avaient entendu des rumeurs, mais n'avaient pas vu les faits. L'objet ne constituait pas une preuve, l'itinéraire ne collait pas. Dans la marge, le greffier a laissé une phrase laconique. La description de l'état ne constitue pas une preuve. Parfois, l'inquisition et l'ordre statutaire s'imbriquent, mais à des vitesses différentes. La recherche sur la base de rumeurs rapporte une multitude de noms. La ville demande 2 témoignages adultes du fait et non de la peur. Le prédicateur exige de lire sur la peau une femme ou un homme adulte. Le statut indique la ligne. Les tests corporels sont interdits. L'humiliation ne fournit pas de preuves. La recherche propose un ensemble de signes: pâleur, tremblement, silence, communion rare. Le registre municipal répond par le minimalisme, soit l'objet, soit le lieu et l'heure, soit les témoignages concordants de 2 adultes. Par ce soit, la ville élimine du processus la monnaie la plus rare de la foule, la honte et le spectacle. Il n'y a rien à voir si l'on doit montrer la clé et la feuille, et non la peau et la peur. La géographie patrimoniale devient le 2e point de rupture entre le mythe et le document. Dans une affaire impliquant des locataires adultes d'une maison près du quai, la dénonciation de réunion hérétique a coïncidé avec la conclusion d'un contrat d'achat de terrain. Le greffier a découvert qu'après la confiscation, la propriété serait transférée à un voisin déjà surendetté. Le conseil ordonna de rassembler les actes de vente, les registres de dettes
et les témoignages sur les limites de la propriété. Il en ressortit une matrice simple. Au centre, ce n'était pas la foi, mais le bénéficiaire. Et là, la logique urbaine s'est déployée comme une barrière. Toute mesure dans cette affaire ne pouvait être prise qu'à partir de preuves matérielles et de voies vérifiées. Toute inspection ne pouvait avoir lieu qu'en l'absence de preuves. Toute confession ne pouvait être obtenue qu'en cas de soupçon sérieux, réduit à des objets et des faits. La foule exigeait une humiliation publique, mais le trésorier a affiché une liste des dépenses pour les veillées nocturnes, la sécurité et le bois de chauffage. Les chiffres semblaient condamner le spectacle, car il coûtait plus cher que l'inspection de l'entrepôt et l'interrogatoire des voisins. Troisième plan, la sécheresse médicale qui prive les allusions érotiques de tout fondement. Le médecin de la mairie s'est engagé à se présenter à toute intervention concernant le corps d'adulte. La partie la plus remarquable ressemblait à une liste des maux hivernaux. Gerçures dues au sel et au vent, anémie due à la famine, dermatite due à l'humidité, cicatrices dues à l'accouchement et au travail manuel, mutisme, de la peau à l'endroit d'anciennes brûlures. Les sages-femmes, qui connaissaient bien le métier des femmes, donnaient leur avis. Suture, cicatrisation, conséquence d'un travail pénible. Ces lignes ne plaisaient pas à la foule, mais elles annulaient le principal argument du prédicateur, la promesse de voir à travers le corps. Lorsque le corps était replacé dans la colonne état, l'accusation perdait de son attrait, même pour les plaignants agités. Ils devaient chercher des preuves, mais les preuves n'obéissaient pas toujours à la jalousie. Quatrième boucle, l'organisation de l'interrogatoire. Les formulaires municipaux ont été réécrits de manière à ne laisser aucune place aux questions nocturnes. Les pièges de la honte ont disparu du formulaire. Aucune mention du lit, des attouchements, des ruses féminines ou des faiblesses masculines. À la place, on trouvait des tableaux d'itinéraires, des sacs de marchandises, des renvois vers des registres d'entrepôts, des listes de clés et des inventaires de coffres. Le scribe était devenu l'ingénieur du processus. Il empêchait les mots passionnés de franchir la frontière entre discours et preuves. Le juge veillait à ce que la partie médicale notable ne se transforme pas en preuve. Le prédicateur s'énervait en repoussant les formulaires, mais c'est précisément grâce à ces formulaires que la ville pouvait se réveiller sans pogrom. Cinquième zone douloureuse, la rencontre entre la recherche et le marché pendant les années de disette. Les mauvaises récoltes et le froid incitent ceux qui aiment les chemins courts à se livrer à des excès. La foule se prononce en faveur d'une purification, promettant de brûler les peurs avec les marques. Le pouvoir se comporte de différentes manières, comme le pouvoir se comporte. Quelque part, il tolère les rassemblements. Quelque part, il perd les papiers jusqu'à l'heure propice. Quelque part, il fait pression sur le juge avec son autorité. Nous constatons cela avec retenue, comme un fait social. Mais là où le cadre réglementaire a réussi à s'ancrer dans les habitudes, le mécanisme tient bon. Tout ce qui concerne le corps des adultes n'est traité qu'en privé et uniquement sous forme de description. Tout ce qui concerne la culpabilité n'est traité que sur la base des faits et des témoins. Tout ce qui concerne la torture n'est traité qu'en cas de soupçon sérieux et avec l'accord du conseil. La formule « pas de torture, pas d'affaire » semble dure, mais elle permet d'échapper à la soif d'exploitation du spectacle. Parallèlement au procès, il y a une arithmétique invisible de la confiance. Les guildes exigent des preuves, car elles détestent les temps morts. Les usuriers gardent leur pourcentage s'ils voient que la ville ne laisse pas la foule casser les étals en criant « des marques sur la peau ». Les autorités paroissiales remarquent les dons et le silence, et cela aussi, c'est du capital de confiance. Tout prédicateur de la jalousie qui apporte au bureau un ensemble d'indices se heurte à une avalanche de mots sur papier. Décrivez quand et où, montrez l'objet, apportez des témoins adultes du fait.
Et à mesure que cela se répète, la métaphore érotique s'efface comme la sel par la pluie dans les fissures. Il y a aussi dans ces affaires des traces sombres d'abus. Il arrive qu'un suspect adulte soit détenu plus longtemps que prévu. Il arrive que des lettres soient étrangement retardées. Il arrive que les gardes se comportent de manière grossière et que le prédicateur fasse pression avec ses mots. Nous le signalons sans entrer dans les détails, comme des faits de préjudice social. La santé se détériore, les réputations sont ruinées, l'argent est dépensé en vaine purification. Et c'est précisément cette comptabilité des dommages qui donne au conseil municipal un argument pour se montrer sévère. Interdiction des épreuves corporelles, refus de payer les nuits de prière, report de l'enquête au matin, où l'on peut voir les clés, les tonneaux, les livres, les signatures. Là où le trésor public compte, la foule se lasse. Un indicateur, tel un thermomètre, montre que la barrière fonctionne. La proportion d'affaires dans lesquelles on demande à examiner le corps diminue, tandis que la proportion d'affaires dans lesquelles on apporte une clé, une lettre, un sceau et 2 témoins adultes augmente. Cela n'embellit pas le monde. Il reste rude, avec ses maladies, sa faim et ses pressions politiques. Mais c'est précisément dans un tel monde que le droit commence à faire la distinction entre la honte et la preuve, la foi entre la conscience et l'intérêt, et la ville entre le sermon et le procès. Et bien que le système d'enquête papale s'enracine et élargisse son réseau de personnes de confiance, la salle municipale reste un lieu où la règle, le sable et le sceau sont plus importants que les cris. C'est sur cette base que se prépare le prochain tournant. La confrontation entre une affaire très médiatisée et la formule rigide des statuts, où la dénonciation pour hérésie, mêlée à des questions immobilières, sera démêlée sur les tables de calcul jusqu'au dernier cordon de clé. Et la foule repartira à nouveau sans spectacle, et les biens resteront à la maison, car la honte n'est pas devenue une preuve. Dans les affaires où l'enquête a déjà permis de rassembler une liste de noms, la prochaine étape consiste à transformer le processus en inventaire plutôt qu'en spectacle. Les scribes disposent sur la table les objets qui ont vraiment une signification. Les clés de la maison, les copies des actes de vente, les reçus de location de la boutique, les bribes de correspondance, les cachets sur les sacs. Le médecin de la mairie prépare une partie importante pour une éventuelle description de l'état. Les sages-femmes préparent leur rapport sur les cicatrices et les conséquences du travail. Au même moment, le prédicateur mandaté tente de ramener la conversation sur la peau et la honte, mais la forme urbaine le tire vers les choses, le temps et le lieu. Dans une affaire, une relieuse adulte est accusée de cacher chez elle des feuilles interdites et d'inciter à l'hérésie. L'enquête demande de lire sur le corps, mais le statut ne laisse aucune marge de manœuvre, pas d'examen comme preuve, seulement des objets et des témoins. Les gardes trouvent chez elle un établi, des couteaux, des cahiers mis au rebut, de l'encre avec des résidus, ainsi qu'une liste de clients. Le médecin décrit les coupures aux doigts et les callosités dues à l'aiguille. Les sages-femmes notent que les taches sur la peau sont des traces de colle et d'air hivernal et non des marques. La suite devient ennuyeuse et donc honnête. On recompte les brochures, on compare les initiales, on découvre que les feuilles suspectes sont un recueil de règles comptables de la guilde et des marginalies psalmodiques. Sans torture, l'affaire tombe à l'eau, car il n'y a pas de preuves à présenter et il n'y a pas 2 témoins adultes prêts à signer pour confirmer le lieu et l'heure. La logique du statut l'emporte non pas par l'éloquence, mais par l'infrastructure. Une table séparée contient les listes des dépenses communes, garde, bois pour les nuits, rémunération des scribes, bougies, honoraires des médecins. Le trésorier examine les chiffres et consigne chaque tentative d'épuration comme une perte sans perspective de preuve. Les guildes soutiennent cette ligne dans leur propre intérêt. L'artisanat ne peut pas se permettre de rester inactif à cause de spectacles de prière.
Lors d'une réunion interne, les maîtres décident que toute plainte sans objet sera rejetée comme calomnie et sanctionnée par une amende, et que tout litige concernant l'honneur sera considéré comme un litige concernant l'entrepôt, les clés et la livraison. Lorsque le marché et le trésor public ne font plus qu'un, les sermons perdent de leur mordant. Sans la possibilité d'un examen humiliant, la foule se lasse rapidement de l'énumération des articles et des dates. Pendant ce temps, le nœud du motif patrimonial se resserre. Dans une autre affaire, une veuve adulte vivant près de l'escalier de l'abreuvoir sur le quai est accusée de rencontres secrètes après la cloche. L'enquête insiste sur le fait que son regard et sa démarche trahissent son hérésie et demande de lui faire la peau. Le greffier demande à voir l'objet et l'itinéraire. C'est alors que l'on retrouve dans les entrepôts l'acte de vente de la maison voisine, une note du prêteur sur les retards de paiement et un brouillon de contrat stipulant qu'en cas de confiscation, la propriété revient à la personne à qui l'on doit depuis longtemps de l'argent. Le conseil ordonne d'interroger les voisins, les gardes vérifient les serrures, le médecin constate une toux et une fatigue après l'hiver, et les sages-femmes constatent une fatigue et des cicatrices comme mode de vie. En fin de compte, la matrice matérielle montre une géographie simple. L'affaire a été déposée à la veille de la vente aux enchères de la maison et n'est pas motivée par le souci de la foi, mais par la cupidité. Le tribunal transfère le litige à la Chambre des droits réels et déclare que sans torture ni preuve, il n'y a pas lieu de procéder à la confiscation. La foule s'agite, mais les bancs s'ouvrent à temps, car le trésor public ne finance pas les spectacles. Parfois, la pression sur le juge ne passe pas par la place publique, mais par la hiérarchie. En ces années d'agitation et de changement, les percepteurs perdent les registres, les gardes se comportent de manière grossière et la police se plaint de la paresse du greffier municipal. Nous mentionnons brièvement et sans détail ce contexte abusif comme un fait social ayant des conséquences. La santé des adultes suspects se détériore, les boutiques perdent du chiffre d'affaires, les intérêts augmentent. Et ce sont précisément ces conséquences qui donnent au Conseil un argument contre la jalousie. L'effondrement du marché et l'augmentation des pertes sont plus dangereux que les soirées hérétiques que personne n'a vues et auxquelles personne n'a souscrit. En réponse, le Conseil durcit les conditions d'entrée des affaires dans la salle, sans objet et sans deux témoins du fait, ne pas enregistrés. Tout ce qui concerne le corps ne peut être traité qu'en privé et uniquement comme une description de l'état et non comme une preuve. Toute réunion de repentance, en dehors du tribunal, est à la charge des organisateurs et non du trésor public. Le prédicateur est en colère, mais le formulaire ne brûle pas. Parallèlement, la technique d'interrogatoire se débarrasse du flou. Les formulaires sont réécrits de manière à faire disparaître tout ce qui nourrit la foule. Il n'y a pas de colonne pour les nuits, les couches et les tentations, pas de place pour les allusions aux ruses féminines ou aux faiblesses masculines. Il n'y a que des colonnes pour les itinéraires, les heures, les objets, la correspondance, les dettes. Le médecin classe sa partie remarquable: anémie, dermatite, fissure, cicatrice, signes de travail pénible, ainsi qu'un rappel direct qu'il ne s'agit pas d'une preuve, mais d'un état. Les sages-femmes donnent des constatations avares de vérité artisanale: traces d'accouchement, sutures, rétablissement. Lorsque le langage revient à l'artisanat de la vie, les contours érotiques s'évaporent. Les gens voient que sous le péché se cache souvent le froid, sous la marque, une tique, sous l'insensibilité, une callosité au sein, sous le silence, la peur des gardes. Le tribunal fait la distinction entre la honte et la preuve, et dans cette distinction réside le salut du spectacle. Le tournant suivant se produit lorsque l'inquisitio présente un ensemble de petits indices: pâleur, communion rare, regard fuyant, retour tardif.
La ville répond par l'arithmétique. La somme des conséquences quotidiennes n'est pas égale à la somme des preuves. Pour passer à la torture, qui n'est autorisée dans ces lieux qu'en cas de soupçon sérieux, il faut quelque chose de grave. Un objet trouvé, des témoins adultes concordants, un itinéraire qui coïncide chez différentes personnes, une lettre liée à un lieu et à une heure. C'est sévère, mais c'est ainsi que le formulaire élimine le charme de la recherche de la vérité sur le corps. À chaque affaire classée, une nouvelle ligne de pratique est ajoutée au statut. Les examens corporels sont interdits. Les examens publics sont interdits. Les questions humiliantes pour la dignité d'un adulte sont inadmissibles. Les aveux sans preuve sont faibles. Ne pas toucher au bien avant le verdict. En l'absence de preuves, mettre fin à l'affaire sans se soucier du bruit. Pour montrer comment cela fonctionne en profondeur, il est utile d'examiner une affaire qui, autrement, serait devenue un manuel pour les fanatiques. Un scribe adulte, soupçonné d'avoir copié des livres interdits, s'est retrouvé en gage chez 3 marchands. L'enquête a révélé un « ensemble », des bougies tardives sur la table, un regard fatigué, un détachement dans le temple. Le tribunal a exigé l'objet. Les gardes ont apporté des bouts de parchemin, des cachets de cire et une corde pour attacher les rouleaux. Le médecin a décrit une toux et des traces de fumée provenant des lampes. Les sages-femmes n'étaient même pas nécessaires ici. Le scribe a trié les bouts de papier et a trouvé des factures de magasins et un formulaire de demande de recours. Aucune feuille correspondant à des textes hérétiques n'a été trouvée. Voyant comment les choses se passaient, les marchands ont renforcé leurs garanties afin d'écarter tout risque de confiscation, et le trésorier a fait remarquer que le coût de la vérification était inférieur à celui d'une prière nocturne avec garde. La foule est partie sans spectacle, l'enquête s'est terminée sans lecture du corps, et le tribunal a rendu un autre verdict laconique. Sans torture, pas d'affaire. Dans ce contexte routinier, des changements s'opèrent dans les esprits. Les citadins s'habituent à ce que la foi soit discutée dans les sermons et que la culpabilité soit prouvée par des faits. Les guildes comprennent que le risque pour leur réputation diminue lorsque le conseil ne paie pas pour les purifications. Les usuriers, voyant la prévisibilité du tribunal, ne touchent pas aux intérêts. Les autorités paroissiales remarquent que là où il y a moins de nuits de repentance, il y a moins de bagarres et plus de dons pour les bougies et le pain aux pauvres. Les prêcheurs de la jalousie trouvent encore des auditeurs, mais leurs arguments perdent leur principal outil, la honte comme preuve. La machine municipale démonte les accusations, ne laissant dans la salle que ce qui tient sur la table sans bruit de fond criard. Dans ce tableau, le réseau papal d'enquête ne disparaît pas. Il fonctionne à côté, comme un filtre à rumeurs et un rappel du risque. Mais c'est précisément pour cette raison que la ville double la force de ses cadres. Dans les archives et sur les portes apparaissent des feuilles avec des formules simples comme la pierre. Les épreuves corporelles sont interdites. Les procédures humiliantes ne sont pas autorisées. Les médecins et les sages-femmes ne peuvent intervenir que pour décrire l'état. La torture n'est autorisée qu'en cas de preuves solides et avec l'accord du conseil. Les biens ne doivent pas être touchés sur simple ouï-dire. Toute dénonciation présentant un intérêt patrimonial doit être vérifiée par les actes de vente et les dettes. Ces feuilles sentent la cire et la fumée et semblent ennuyeuses, comme une facture, mais c'est précisément dans cet ennui que réside la force qui protège les maisons près du quai et les étals près des marchés. Et on voit déjà se dessiner le dénouement. Une affaire retentissante se heurtera à ce filet, la foule réclamera à nouveau du spectacle, l'enquête proposera un ensemble d'indices et le tribunal mettra dans la balance la clé, l'acte de vente et la colonne vide, preuve, après quoi retentira un sec, affaire classée, et la confiscation n'aura pas lieu, car la honte n'est pas devenue une preuve et la torture n'a pas ouvert la porte. À la saison où les étals des foires sentent le poisson épicé et la cire chauffée,
le juge reçoit sur son bureau une affaire qui fait depuis longtemps le buzz sur la place publique. L'enquête a apporté à la mairie une série de petits indices. Des lumières tardives aux fenêtres du quai, de rares visites aux offices religieux, les visages fatigués des femmes adultes qui travaillaient dans les boutiques de sel, de rares lettres des écoles monastiques. Le prédicateur mandaté insiste sur la totalité et murmure à propos de la lecture du corps, espérant ramener le procès là où il est possible de faire trembler les gens devant la foule. Le bureau répond avec son faire habituel, des formulaires avec des colonnes pour les objets, les itinéraires, les heures et 2 témoins adultes du fait. Une feuille avec des lignes claires, les examens corporels sont interdits. Les descriptions de l'état, pas de preuves, la torture, uniquement en cas de soupçons sérieux, réduits à des objets. Les gardes apportent un trousseau de clés de l'entrepôt au bord de l'eau, des brouillons d'actes de vente, des listes de loyers, les calculs d'un usurier, des sacs de sel scellés à la cire. Le médecin de la mairie ajoute une partie remarquable, des crevasses dues au sel et au vent, de l'anémie après l'hiver, de la dermatite due à l'humidité. Les sages-femmes donnent une évaluation artisanale avare, cicatrices, traces postpartum, déformations dues au travail, rien de significatif. Le greffier souligne au crayon « Description de l'état à la médecine ». Dans la colonne « Preuves », rien. Alors que la salle respire un air lourd, un autre fil conducteur apparaît. Parmi les papiers, on trouve une lettre d'un usurier avec une mention de retard de paiement pour la maison près de l'escalier de l'Abreuvoir et un projet d'acte de vente pour le terrain voisin. Si la confiscation avait eu lieu, les 2 propriétés auraient été réunies entre les mains d'une seule personne, déjà criblée de dettes. En interrogeant les voisins, des dates émergent, des traces sont apparues sur le terrain à la veille des rumeurs de hérésie et des restes de bougies ont été trouvés à l'endroit où les bûches mouillées étaient séchées. La ville établit ce tableau comme un comptable. Au centre, ce n'est pas la foi, mais le bénéficiaire. Le prédicateur exige la pureté des âmes, mais le statut répond par l'économie. Le spectacle coûte au trésor public du bois, des gardes et des temps d'arrêt, tandis que l'objet ne coûte qu'une ouverture du coffre et une vérification des actes de vente. Le conseil choisit ce qui est bon marché et solide. La foule n'abandonne pas. Dans la cour de la paroisse, après le service, des appels à la purification retentissent, les femmes et les hommes adultes sont sommés de porter leur honte sur la place publique. Les gardes, après avoir serré leur ceinture, installent des barres transversales et annoncent par l'intermédiaire du scribe « Désormais, toute inspection publique humiliant la dignité des adultes sera punie d'une amende. Toute nuit de prière, avec garde, sera à la charge des organisateurs. Toute liste de repentance, sans objet, est jetée à la poubelle. » Le trésorier apporte une autre feuille. Il calcule en toutes lettres combien ont coûté les nuits de jalousie passées et combien a coûté une seule inspection de l'entrepôt avec la participation d'un médecin. La différence tue l'enthousiasme. Les guildes, qui ne veulent pas perdre la saison, maintiennent l'ordre par une simple décision. Une plainte sans objet est une calomnie passible d'une amende. Un différend sur l'honneur est un différend sur les clés, l'entrepôt et les délais de livraison. En matière de foi, seul ce qui résiste à un double témoignage et à un objet est admis. Dans ce contexte, l'enquête fait un dernier bond technique. Elle dépose une demande de torture, invoquant l'ensemble des petits indices et la résistance des accusés. Le juge, feuilletant les décrets du pape Grégoire IX, marque une pause et s'en tient au sens littéral du cadre urbain. Une forte suspicion n'est pas la somme de la honte, mais l'ensemble des preuves solides. Il n'y en a pas dans cette affaire, ni sceau secret, ni liste des membres de la réunion, ni lettre avec un symbole interdit, ni itinéraire coïncidant à la même heure. Il n'y a que le froid, la fatigue sur les visages, les gerçures sur la peau,
les lumières tardives et les conversations près des bancs, le greffier note « La torture n'est pas autorisée. Les aveux sans preuve ne sont pas valables. » Le médecin ajoute que toute action physique dans cette affaire ne fait que nuire à la santé sans être utile à la recherche d'objets. Les sages-femmes signent leur partie. L'état est décrit, les humiliations sont exclues. Dans ce cœur sec, on entend l'air changer. La foule comprend qu'il n'y aura pas de spectacle. Le prédicateur comprend que la lecture du corps ne lui rendra pas son autorité sur la salle. L'usurier comprend que la confiscation n'aura pas lieu et qu'il devra mener honnêtement ses affaires. Les guildes comprennent que la saison ne sera pas gâchée. Le conseil formule la conclusion sans grand discours. Classer l'affaire pour absence de preuves, ne pas toucher aux biens, reconnaître la dénonciation comme ayant un intérêt patrimonial, avertir les organisateurs des rassemblements nocturnes des amendes encourues. Tout cela est écrit sans hâte, le sable crisse dans le sablier, le seau appuie sur la cire, et le papier, qui sent la fumée, retourne dans l'armoire. Le mythe de la cruauté érotisée omniprésente promet une image où le pouvoir voit à travers la peau et punit par la honte. Le document laisse une autre image. Des ordonnances médicales, des certificats d'accouchement, des formulaires avec la rubrique « Preuves » laissés vides, des actes de vente et des clés, des statuts interdisant les épreuves corporelles, des registres du trésor où le spectacle est inscrit comme une perte. Le système papal d'enquête a habitué les villes à prêter l'oreille aux rumeurs, mais l'ordre urbain a habitué les enquêteurs à répondre par des faits. Là où la torture n'ouvre pas la porte à l'objet, elle n'ouvre pas non plus l'affaire. Là où la honte ne se transforme pas en preuve, elle cesse d'alimenter le marché de la peur. La dernière touche est apportée par une habitude prise par la salle. Sur les nouveaux formulaires affichés aux portes de la mairie, apparaissent des lignes en gras. Les examens corporels sont interdits. Les questions sur les nuits et les lits sont inadmissibles. Description de l'état, uniquement la partie médicale. Torture, uniquement en cas de coïncidence objective. Bien, ne pas confisquer sur la base de rumeurs. Dénonciation avec avantage patrimonial. Vérifier les listes d'achats et de dettes. Chaque ligne de ce type n'est pas une théorie, mais le résultat de spectacles choquants. Et la prochaine fois qu'un sermon sur les marques sur la peau fera du bruit sur la place, la salle répondra à nouveau avec une règle et du sable. Montrez la clé, donnez l'heure, amenez des témoins adultes. Si ce n'est pas le cas, l'affaire doit être classée. C'est là que réside la conclusion sobre. La loi a privé les accusations érotiques de leur principale ressource, le corps comme scène, et l'a renvoyée là où elle doit être, vers le soin et vers un langage qui n'humilie pas. Et la ville a conservé ses maisons au bord de l'eau et ses bancs au marché, car elle a choisi les choses plutôt que la honte. À la fin de la saison, les procédures s'étaient enracinées dans les habitudes, comme des algues sur un rocher, et cela était devenu plus fort que n'importe quel sermon. Dans les nouvelles affaires, le greffier ouvrait immédiatement la page des objets et des témoins, et la description de l'état était reléguée à la fin du cahier, où le médecin et les sages-femmes consignaient brièvement les traces de travail et de maladie chez les adultes. Le bureau ne contestait plus la rhétorique, il l'empêchait simplement de pénétrer dans la colonne « Preuves ». Le trésorier, fatigué des jalousies nocturnes, comptait le bois, les gardes et les temps d'arrêt des échoppes et plaçait la feuille avec les dépenses à côté de la colonne vide des preuves, et cela semblait plus convaincant que tout. La foule apprenait à s'ennuyer lorsqu'on ne lui donnait pas de corps comme scène. Les guildes, voyant la stabilité, maintenaient leur livraison. Les usuriers, voyant la prévisibilité, ne modifiaient pas leur taux. La formule « sans torture, pas d'affaires » a cessé d'être spirituelle, elle est devenue une routine. Cette routine s'est accompagnée d'un dernier cas qui, auparavant, aurait servi de leçon aux fanatiques.
l'enquête a révélé une série de petits indices et a demandé une lecture de la peau. Mais le tribunal a étalé sur la table les clés, les actes de vente et les listes de rente, y a trouvé le bénéficiaire et a renvoyé le litige au droit réel. Le médecin a confirmé « La description de l'état ne révèle aucune preuve. Les sages-femmes ont ajouté une touche d'aridité artisanale. Le greffier a tracé une ligne dans la colonne des preuves, la laissant vide. La demande de torture a été rejetée par des mots qui reflétaient toute l'habitude de la ville. Soupçon grave n'est pas une somme de honte, mais un ensemble de faits concrets. L'affaire a été classée sans spectacle. Les biens n'ont pas été touchés. Les organisateurs des purges ont été avertis des amendes pour humiliation d'adultes et pour dépenses inutiles de la communauté. Ainsi, le mythe de l'inquisition comme cruauté érotisée permanente s'est heurté à la jonction de deux machines, le réseau d'enquête papale et les statuts municipaux, et a perdu sa voix là où il n'a pas trouvé de preuves. Il ne restait plus que l'inertie. Sur les portes de la mairie étaient affichées des feuilles où étaient écrits en grosses lettres « Les épreuves corporelles sont interdites »,« Les questions sur les nuits et les lits sont inadmissibles », la description de l'état est une partie médicale, pas une preuve. La torture n'est autorisée qu'en cas de concordance des éléments. Les biens ne peuvent être confisqués sur la base de rumeurs et d'un ensemble d'indices quotidiens. Les dénonciations motivées par des intérêts patrimoniaux doivent être vérifiées par les actes de vente et les dettes. Ces formules sentaient la cire et la poussière, mais c'est elles qui empêchaient le marché de paniquer et les maisons de se vider. Si demain, sur la place, retentit à nouveau le sermon sur les marques sur le corps, la salle répondra comme à son habitude « Donnez l'heure, indiquez le lieu, posez les clés et la lettre sur la table, amenez 2 témoins adultes du fait. Sinon, l'affaire sera classée. » La fin de cette chronique est discrète, mais claire. La loi n'a pas supprimé la jalousie, la maladie et la pauvreté, mais elle leur a retiré l'accès au corps comme monnaie d'échange. Le corps des adultes a été rendu au langage des soins et de la médecine. La foi, à la prédication et à la conscience, la culpabilité, à une série d'objets, d'itinéraires et de signatures. La torture a cessé d'être un pont vers la vérité, car la vérité est désormais contenue dans les objets et non plus dans les tremblements sur la place publique. La confiscation a perdu de sa facilité, car on a appris à rechercher le bénéficiaire dans les actes de vente et non plus dans l'ensemble des indices. Le résultat découle des décisions humaines. Le greffier ferme la colonne vide des preuves, le médecin laisse une note laconique, les sages-femmes signent d'un regard professionnel, le trésorier ne paie pas le spectacle, le juge appose son sceau sur la cessation. Et cela suffit pour que la ville se réveille demain avec des magasins ouverts, un poêle chaud et une cour tranquille, où la honte ne sert plus de preuve et où les clés sont à la maison.